Bonjour, bienvenue, j'espère que la journée se passe bien pour vous. Alors cette année je vais me présenter, pas comme l'année dernière, je m'appelle David Cosinus, je suis manager à la CMA CGM et je gère tout ce qui est automatisation autour des infrastructures. J'ai fait un sommaire un petit peu, donc on va parler un peu, l'année dernière j'ai fait une conférence sur notre transformation, je vais vous en reparler un petit peu, et puis là je vais vous raconter ce qui s'est passé depuis un an. Et puis en deuxième point, on va parler des geeks, parce que c'est un petit peu le sujet aussi, et pourquoi, à mon avis, le geek est indissociable du DevOps. Alors l'année dernière, j'avais fait une présentation un petit peu en mode Star Wars, pour expliquer comment on était passé d'un mode administrateur système utile, fortement imprégné de procédures, à quelque chose d'un petit peu plus souple, et pour tendre vers le DevOps, parce qu'on ne l'est pas tout à fait. Donc, bon, cette année, je ne voulais pas trop vous la faire Star Wars, mais bon, je l'ai quand même refait. Donc on va faire l'épisode 2. Cette année, on a eu beaucoup de bouleversements. Le premier truc qu'on a fait, c'est de déménager. On s'est rendu compte que comme on devait travailler avec les devs, il fallait qu'on soit un petit peu plus près. Donc on a changé d'étage et on partage maintenant pacifiquement le même espace, à part quelques balles de mousse qui sont lancées de temps en temps entre les équipes. Ça se passe plutôt bien. Et puis, on s'est dit qu'on allait commencer un petit peu, comme je vous l'avais dit l'année dernière, à les copier. Pourquoi ? Parce que nous, on vient d'un monde où on est très procédurier, on fait de l'administration système, et on n'a pas encore tout à fait imprégné ces notions d'agilité. Donc, on a commencé à copier les devs, on a fait des stand-up le matin, donc ça c'était sympa. Moi j'avais commencé à regarder utiliser des boards Trello, parce qu'on m'avait parlé du Scrum, donc j'avais plein de boards Trello, c'était super aussi. Et puis on a mis des post-it de partout, comme tout le monde. Et le résultat, en fait, c'est que ça n'a pas marché. Ça a été une catastrophe. Je l'ai replacé. En fait, on a fait ce qu'on appelle le culte du cargo. Alors, le culte du cargo, pour la petite histoire, c'est une histoire vraie. En début du XXe siècle, en Mélanésie, il y a eu des colons qui sont arrivés dans les îles. Et les autochtones ont commencé à singer les opérateurs radio. Ça veut dire qu'ils reproduisaient des gestes, ils construisaient des espèces d'appareils radio, mais en bois, en se disant, si je fais les mêmes gestes, il y a un bateau qui va arriver et qui va nous livrer de la nourriture. Eh bien, ça ne marche pas. C'est un peu évident. Eh bien, nous, on a fait pareil. On a copié les devs, on a fait exactement comme eux, et ça n'a pas marché. Donc, j'ai réuni un petit peu mon équipe, on a discuté, je les ai écoutés, et globalement, ils n'étaient pas très contents. On s'est rendu compte qu'il fallait quand même qu'on passe à un niveau supérieur, et pour ça, il fallait qu'on soit accompagné. Donc, on a fait une première phase, on a organisé des ateliers, on s'est fait aider par Triptyque, vu que c'est eux qui organisent la journée, on va un petit peu les citer. On a organisé 2 types d'ateliers. Le premier atelier, alors je les ai mis à l'envers. La première chose qu'on a fait, c'est l'infrastructure as code. L'année dernière, j'avais expliqué qu'effectivement, c'est quelque chose qui pour nous était important. Vous l'avez entendu dans plein de conférences, on en parle partout. C'est de passer de notre mode d'administration à faire de l'infrastructure as code. Sauf que c'est des notions un petit peu complexes. C'est pas complexe, c'est contre-intuitif pour un administrateur. Donc on s'est fait aider, on a fait des ateliers, on faisait des demi-journées le vendredi après-midi. C'était très sympa. Ça nous a permis de bien progresser. Et puis ça a eu du résultat. Ensuite, on a fait un atelier agile, puisque le coup des stand-up en imitation, ça ne marchait pas. Donc on nous a expliqué ce que c'était l'agilité.
Moi, je pensais que c'était juste mettre des post-it, puis finalement, ça ne marche pas. Alors là, pareil, on a fait quelques après-midi. On a bien compris les concepts. C'était très bien. On en a fait 5, je crois. Et on a fait la dernière journée, la dernière demi-journée qu'on a fait, on a fait une rétrospective. Et puis, j'ai demandé un petit peu à l'équipe ce qu'ils en pensaient. Et ils m'ont tous répondu la même chose. C'est super, mais dès que le gars des ateliers s'en va, le lundi, on aura tout oublié. Donc on ne continuera pas. Même si on est conscient que c'est important, si on ne se fait pas accompagner, si on ne se fait pas coacher, on n'y arrivera pas. Alors, on a fait une phase 2, on a fait du coaching. Donc on s'est rendu compte qu'une formation, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que vous faites 5 jours d'agilité en formation, même par le meilleur institut, que vous devenez agile. Ça ne suffit pas. Le coaching doit être sur une période suffisamment longue pour avoir un effet à long terme. Le but du jeu, c'est que à un moment donné, alors c'est super bien tombé parce que notre coach est devenu papa pendant la période de coaching, du coup il a dû s'absenter et il nous a laissé un petit peu tout seul pendant une quinzaine de jours. Et là, j'ai constaté dans l'équipe que ça continuait même quand il n'était pas là. Et là, c'est un bon signe. Ça veut dire que ça a bien pris. Et le coach ne transmet pas une méthode, mais un état d'esprit. C'est lui qui me l'a dit en fait. Quand il nous a expliqué Agile, il nous a expliqué que ce n'était pas une méthode de travail, c'était vraiment un état d'esprit. Il ne faut jamais oublier que même si on fait de l'agilité, on peut utiliser toutes les méthodes du monde, le but du jeu, à la fin, ça reste quand même de mettre une application en production. Donc ça veut dire que l'agilité juste au sein d'une équipe, ça ne suffira pas, ça demande beaucoup de collaboration, ça demande beaucoup de travail et de convaincre aussi les gens de basculer. Et donc, notre coach, William, spécial dédicace, parce que quand je l'ai vu arriver, je vous raconte pour la petite histoire, William, il a fait une conférence, il est ici, vous pourrez le voir, il a une casquette, il est barbu. Quand il est arrivé à la Tour CMA CGM, il est arrivé avec un t-shirt de geek, une barbe jusque-là et les cheveux jusque-là. Et là, je me suis dit, mais c'est Thor. Et du coup, c'est devenu son surnom dans l'équipe un petit peu. Voilà. Je voulais lui faire une petite dédicace parce qu'il nous a beaucoup apporté. Le bilan. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? Je vous avais parlé de Trello, on avait tout un tas d'outils. J'ai eu des retours de mon équipe qui me disaient, moi j'arrive le matin, il y a trop d'outils, on est perdu. Du coup, j'y arrive pas. Donc, on a adopté GitLab et c'est notre seul outil. On fait tout dedans. Ça veut dire que, comme je l'avais dit l'année dernière, une des principales difficultés, c'est pour un admin, c'est de commencer à utiliser une gestion de source. Et ça, au bout d'un an, c'est acquis. J'ai des admin systems qui maintenant font du versionning. Ça, c'est quand même nouveau et c'est plutôt bien. Bravo les gars. On a commencé à faire des user stories, ça aussi, parce qu'on s'est dit que c'était très utile, parce qu'il ne faut pas oublier une chose aussi, on administre des systèmes, mais on a nos utilisateurs, c'est les devs. Donc, on essaye d'avoir, par le principe des user stories, de leur fournir le composant le plus adapté à leurs besoins. Donc, on écoute leurs besoins. On a compris l'utilité des rétrospectives. Parce que ce qu'on faisait, on faisait des stand-up meetings, c'est super, on a commencé à faire des sprints, mais on a compris aussi qu'au bout d'un sprint, faire une rétrospective pour expliquer ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, qu'est-ce qu'il fallait améliorer, c'était super utile. Donc ça, c'est des choses qu'on va continuer. Et on ne sort plus nos baskets quand ils nous parlent de sprint, parce que c'était un petit peu le premier réflexe qu'on avait, puisqu'on ne comprenait pas de quoi ça parlait, toutes ces choses et tout ce langage qui était un peu nouveau pour nous. Alors, vous allez me dire, voilà, le DevOps dans tout ça, parce que pour l'instant, ce n'est pas très DevOps. Enfin, c'est pas la méthode complète, parce qu'on y va, mais ce n'est pas terminé. Donc, la première étape, c'est qu'on s'est approprié la méthode agile. Ça, je viens de vous l'expliquer, c'était quelque chose qu'il fallait, pour se calquer sur le rythme de travail des développeurs, il fallait vraiment qu'on s'imprègne de cette méthode. Donc ça, c'est bien imprégné. On va continuer dans l'apprentissage aussi. On va demander à ce qu'on revienne un petit peu comme dans Cauchemar en cuisine, dans 6 mois, qu'ils reviennent voir si on n'a pas trop dévié. On s'est concentré sur l'infrastructure as code. Parce qu'il y a une chose que vous devez retenir si vous voulez aller vers le DevOps, c'est qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il n'y a pas d'outil DevOps magique qui fait tout.
DevOps, c'est plus une philosophie qu'une méthode ou qu'un outil. C'est comment on va appréhender notre travail. Donc, on doit y aller par étapes. On sait qu'il y a différents piliers dans DevOps. L'infrastructure, c'en est un. L'infrastructure as code, c'en est un. Pour nous, c'est même le principal. Hein. Faites de l'infra, c'est le premier par lequel il faut commencer. Mais ça ne suffit pas. Et puis surtout, on a enfin réussi à avoir une plateforme de containers parce que presque, mais elle marche. On avait besoin d'avoir quelque chose, justement, quand on parle de faire du self-service, comme vous avez pu entendre dans plusieurs conférences, donc plateforme de containers, Kubernetes, nous on a choisi OpenShift, mais c'est la même chose. C'est important de pouvoir concevoir un service pour le développeur et de le concevoir ensemble. Donc la partie la plus, l'infrastructure la plus adaptée pour ça, ça reste le container aujourd'hui. Je pense qu'on l'a un petit peu tous compris ici. Donc voilà, pour nous c'était important. Donc ça on l'a eu. Donc l'infrastructure as code. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On est passé de Chef à Ansible. L'année dernière, voilà, je vous avais parlé de Chef. C'est quelque chose, Chef, je l'avais découvert il y a quelques années. Je trouvais ça super bien. Par contre, Chef, c'est pas super ops friendly. C'est beaucoup plus facile pour un dev de commencer à faire de la recette Chef parce que c'est du code Ruby. C'est beaucoup moins facile pour un ops, alors que Ansible, c'est quand même plus facile à saisir et plus facile à s'en imprégner. Je pensais que le boulot serait un peu compliqué, mais en fait, pas du tout. Ça s'est fait en 2 semaines, à peu près, pour s'imprégner du changement, de monter une infrastructure, de la tester. En 2 semaines, l'équipe, elle a basculé de technologie. Ça prouve une chose. Ce qui est important, ce n'est pas la technologie, c'est la méthode de travail. Les technologies, vous êtes tous de l'IT, moi ça fait un petit moment déjà, des technologies, j'en ai vu passer quelques-unes. Notre métier, c'est d'être capable, une technologie, ça vit 18 mois maximum. Notre métier, c'est d'être capable de basculer de technologie en technologie. Donc cette bascule, elle s'est faite quasiment instantanément. L'outillage de dev. Alors quand je parle d'outillage de dev, je vais préciser un peu plus. Un ops, son premier outillage de dev, c'est VI, ou Emacs, ou Nano. Ça ne va pas plus loin. Là, pareil, on a fait de la copie, on a piqué les outils, on a été chercher des outils un IDE, je ne vais pas le citer parce que ça va faire de la pub déguisée. Et surtout, c'est qu'on a commencé à travailler sur nos postes. On développe sur nos postes, on pousse ça dans la repository, au lieu d'aller faire comme on faisait depuis 20 ans, d'aller sur le serveur et d'éditer le script ou le code. Donc là déjà, on a changé de méthode de travail et ça, c'est bien impliqué. Moi, je suis content quand il y a quelqu'un de mon équipe qui me dit « je ne pourrais plus faire autrement maintenant ». Donc on pense que c'est compliqué, surtout pour les ops, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Donc on ne code plus sur les serveurs. C'est important pour la suite. C'est important pour le cloud. C'est important pour les immutables infrastructures, etc. Donc c'est vraiment des réflexes à enlever. C'est pas parce encore une fois, c'est pas un problème de technologie, c'est un problème de réflexe et de façon de travailler depuis des années. Donc ça, on s'est habitué à plus travailler comme ça. Pas compliqué, hein, il suffit de fermer le port 22 et ça marche. Donc on ne se connecte presque plus au serveur. Ça, c'est comme quand on arrête de fumer. Moi, je ne fume presque plus. Sauf aujourd'hui. Mais ça, c'est le stress. Les containers. Alors, je ne vais pas vous parler des containers très longtemps parce que je pense qu'il y a eu suffisamment de conférences pour parler de technique. Moi, je ne suis pas là pour vous parler de technique. Donc, on a choisi OpenShift. On est connecté au CI de la Digital Factory, presque. Et surtout, on a commencé à travailler en mode projet sur OpenShift. Et là, enfin, on peut commencer à travailler ensemble. Parce que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on doit discuter avec les devs. La communication avec les devs, c'est super important. Mais concrètement, tant qu'il n'y a pas un projet, tant qu'il n'y a pas une application sur laquelle on doit travailler ensemble, ça ne se passe pas trop.
Là, on a pu travailler sur quelques applications, les premières applications qu'on fait en mode container, et on voit vraiment les devs et les ops qui travaillent sur la même table, avec une vraie coopération sur la création du projet, des vraies remontées de problèmes. Donc ça, on nous dit, ça devait marcher, ça ne marche pas. Donc on n'a pas hésité à remettre en cause des architectures qu'on avait pensé qu'elles étaient bonnes. Bon, elles n'étaient pas bonnes. Du coup, on corrige. C'est un petit peu ça aussi. C'est ce dialogue entre le dev et l'ops, ça permet aussi de faire de la modification et de l'itération sur les infrastructures qu'on leur livre. Même si on est censé faire de l'immutable, l'immutable, c'est le résultat. Ce n'est pas la posture que vous devez adopter. On fait évoluer les standards, c'est une évolution de tous les jours. Alors, l'avenir. Donc, ça, c'est les 5 piliers. Globalement, alors vous avez des graphes où ils vous parlent de 11 piliers, 12 piliers, 5, 7. Moi, j'en ai retenu 5 parce que c'est vraiment les principaux. Les 5 piliers du DevOps, globalement, l'infra as code, on a vu, ça roule. On commence vraiment à produire des choses avec de l'infra as code. Le CI, le CD, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est un collègue qui a vraiment pris le sujet à bras-le-corps, il a monté une équipe, il est en train de le faire avancer. C'est quelque chose qui est bien sous maîtrise. Et on travaille en collaboration. Donc en fait, l'année dernière, on était à 2 équipes, maintenant on est 3. Il y a 3 équipes, donc ça progresse. La sécurité. On sait qu'il faut qu'on fasse de la sécurité. On le sait. On sait qu'il faut apporter la sécurité dans le DevOps. La sécurité ne le sait pas encore. On ne leur a pas encore dit. Mais il va falloir qu'ils viennent travailler avec nous. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un peu comme partout, je pense que vous avez dû le vivre un peu dans toutes les entreprises, le rôle de la sécurité opérationnelle, c'est un petit peu le rôle du méchant flic. Nous, on fait des choses, et eux, ils viennent nous dire que c'est pas bien. Donc, on essaye de les amener à changer de façon de travailler pour qu'ils viennent nous dire avant, au moment où on conçoit nos solutions, de nous aider, de nous accompagner à les sécuriser. Donc, on voit naître des notions de abuser story, par exemple. Donc, vous avez les user stories. L'abuser story, c'est la même chose pour celui qui tente de hacker votre application. Donc, on va commencer avec eux à essayer d'écrire ces abuser stories. Les tests automatisés. Alors, les tests automatisés, là aussi, de notre côté, on a encore beaucoup de travail. Je sais qu'au digital, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel ils ont travaillé. Nous, on n'est pas encore super mûrs. Et puis, d'un point de vue organisationnel dans l'entreprise, les tests ont été un petit peu mis dans un silo à part. Du coup, on ne travaille pas beaucoup encore ensemble. C'est un petit peu à l'ancienne. On fait les tests en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'une fois que c'est produit et qu'on part en prod, avant de mettre en prod, on envoie ça à une équipe de test. C'est pas vraiment ce qu'on attend dans le DevOps. Ce qu'on attend dans le DevOps, c'est que dans votre chaîne de mise en production, vous avez la sécurité, mais vous avez les tests automatisés. Ça sort vert, on peut y aller. Et le monitoring. Le monitoring, on commence à faire du progrès aussi. Alors, le monitoring, il y a deux notions. C'est qu'effectivement, on doit monitorer pour savoir si ça tourne, si ça marche. Mais après, il y a le monitoring qualitatif. Est-ce que ça tourne bien ? On va gérer un petit peu la performance. Donc ça aussi, on a encore... on se tâte un peu sur les outils à utiliser, on teste des choses, on essaye de voir aussi avec les développeurs comment ils peuvent nous envoyer de la métrique. Il y a encore un gros travail. Donc globalement, on peut dire que le 1 et le 2, ça va. 3, 4, 5, c'est 2019, ça va être nos principaux sujets. Parce que, alors là, ça en voit un petit peu plus. Globalement, alors elle est très compliquée celle-là, mais je l'aime bien, parce qu'elle résume dans son ensemble l'ampleur du travail. Et c'est là que ça vous explique, quand vous regardez cette image, que pour dire, ça y est, on fait du DevOps, il y a tout ça à faire. Et ça ne se fait pas en 2 jours. Ça se prend bout par bout. Alors là, c'est le développement. Parce que très souvent, dans des entreprises, un peu comme la nôtre, agile développement, ça, c'est un peu acquis. Le problème qui se passe, c'est à ce niveau-là. Ça commence un petit peu à bloquer à ce niveau-là parce qu'il y a l'outillage à monter. Il ne faut pas oublier qu'il y a les méthodes et il y a tout l'outillage, toute la chaîne. Donc vous voyez un petit peu l'ampleur du boulot à faire
pour qu'on ait enfin terminé le sujet. Terminé, c'est un bien grand mot parce que c'est un éternel recommencement. On intégrera des nouvelles technologies, il faudra recommencer. Ça y est, il y a eu des conférences sur le serverless. On est déjà venu nous en parler, quoi. On sait qu'on va y passer. Hein, les gars. Alors, du coup, pour l'instant, on n'a pas parlé des geeks. Pour l'instant, on a parlé un petit peu c'était la suite de l'année dernière. On a parlé un petit peu de l'équipe, mais on n'a pas parlé des geeks. Et pourquoi est-ce que je veux en parler des geeks ? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on commence à voir un petit peu dans la presse. Alors, le geek, les définitions sont multiples. Mais pourquoi je trouve que c'est important ? Alors, je vais faire un petit test avec vous. Voilà. Alors, ne dites rien, mais ceux qui comprennent ce que c'est, lèvent la main. Ok, merci. On va y revenir après. C'était un petit test. Pourquoi le geek est important ? Alors, voilà comment un geek se perçoit. Voilà, une star de la technologie, Tony Stark, voilà, ça c'est comment il se voit. Le problème c'est trahi par la technologie. Le problème c'est voilà comment il est vu par les autres. Le geek dans une entreprise, c'est un petit peu le curieux de tout, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément gérable, qui n'est pas manageable, parce qu'il est un peu touche à tout, il est expert, il ne parle pas la même langue. Vous allez voir pourquoi. Et ça peut poser des problèmes dans des entreprises traditionnelles. Et là, on commence à voir dans la presse, j'ai vu un article il n'y a pas très longtemps sur le Boston Consulting Group qui commence à parler des geeks. Et l'année dernière, c'est ce que je vous avais dit, le digital, c'est la revanche des geeks. Je pense que là, ça commence à venir. Le geek, c'est avant tout un passionné. Je pense que dans la majorité de gens qui sont ici, on est là un petit peu par passion, par curiosité, mais on aime notre métier. Ça, c'est un des premiers points. Le geek, justement par rapport à ce qu'on disait, est moins résistant au changement de technologie, parce qu'il aime le changement. Du coup, les problématiques de conduite de changement sur de la technologie, sur des méthodes de travail qui vont l'intéresser, c'est plus facile. C'est juste un peu différent. On apprend dans des cours de management que j'ai pu avoir que pour pouvoir faire du management, être leader de son équipe, etc., il faut donner du sens. Le sens qu'on va donner à un geek, ce n'est pas le même qu'on va pouvoir donner dans un autre service. Le geek, il a besoin de nouvelles technologies, il a besoin d'être intéressé. L'impact métier, c'est un peu moins important pour lui. Pour lui, ce qui est important, c'est ce qu'on fait avec les technologies. Et alors là, c'est le point. Il existe une culture geek, des codes et des références qui fait qu'on se comprend. Tous les gens qui ont compris le 42 partagent cette culture geek. Alors 42, c'est le sens de la vie. Dans le guide du routard galactique, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans plein d'endroits. Quand vous écoutez deux geeks qui se parlent, vous allez entendre parler de Star Wars, vous allez entendre parler de Kaamelott. Ma présentation est pleine de références à la culture geek. Et ça, la culture geek, ça vous permet aussi de souder une équipe. Vous avez une culture qui permet de faire cohabiter les gens. Vous pouvez avoir dans la même équipe, notamment par exemple, je sais pas, dans des équipes, dans des services de développement, vous avez des gens qui vont faire du Java, vous avez des gens qui vont faire du .NET, vous avez des gens qui vont faire du Node.js, et tout un tas de langages. Mais quand vous avez réuni une bande de geeks, ils partagent tous cette même culture. Et c'est beaucoup plus facile pour un manager comme moi de réunir ces gens. C'est pour ça que, par exemple, quand maintenant, j'ai changé un point, c'est que maintenant, quand je recrute un profil, quand je fais du recrutement, je vais moins regarder s'il est ingénieur DevOps,
qu'il est expert, etc. Et je vais plus regarder si il contribue dans une communauté, s'il a mis du code sur du GitHub communautaire, s'il est... je pose même des questions s'il aime Star Wars. Quelqu'un qui n'aime pas Star Wars, il ne vient pas dans l'équipe. Hein. C'est normal, les gars. Normal. À la limite Star Trek, mais... Donc, pourquoi ? Parce que l'intégration d'une ressource extérieure sera beaucoup plus facile. On ne va pas forcément partager les mêmes valeurs humaines, mais on va partager une culture. Cette culture pop qui a son importance, parce que c'est ce qui a permis justement... je vais revenir sur un point. Parce que je n'ai pas tapé sur ITIL cette année. Du coup, je vais me permettre un peu. Vous faites travailler des geeks. Agile, c'est des geeks qui l'ont fait. C'est des geeks qui ont sorti une méthode de travail pour des geeks. DevOps, je crois qu'ils étaient 2, c'est des geeks qui ont donné des méthodes de travail pour des geeks. ITIL, c'est pas des geeks. Et ça marche pas très bien. Pour moi, c'est quelque chose qui m'est apparu il n'y a pas très longtemps, de me dire, en fait, finalement, toutes ces méthodes dont on parle, le DevOps Day, etc., on se retrouve tous autour de ça. Pourquoi ça a du sens, le DevOps ? C'est parce qu'on a tous compris que c'est ça qu'il nous fallait pour bosser. On nous demande un objectif. Il ne faut jamais oublier que l'objectif, encore une fois, on travaille dans des entreprises, on doit mettre des applications en production. Et on sait ce qu'on doit faire. Je pense qu'il faut qu'on nous laisse un petit peu nous organiser, puisque quand vous voyez la méthode agile, qui aujourd'hui, je pense qu'elle a prouvé, même si elle est vieille, elle a prouvé sa valeur. DevOps qui est issu de l'agilité. Tout ça, c'est fait par des gens qui ont compris que pour pouvoir être efficace, il fallait ne pas rentrer dans des méthodes qui étaient plutôt... Quand on parle d'industrialisation, j'aime pas ce mot, hein, l'année dernière je l'avais dit aussi, l'industrialisation, c'est vraiment, ça vient du monde industriel. Ce qui vient du monde industriel, c'est bien pour le monde industriel. C'est pas forcément bien pour nous. Nous, on a d'autres contraintes, on a d'autres choses, d'autres problématiques, et avoir une méthode comme DevOps qui nous parle, en fait, quelque part, parce qu'elle vient de la même culture, pour moi, c'était important. Donc, quand je fais un recrutement, je vais plus rechercher le geek, voilà, que l'expert qui a 10 ans d'Oracle, par exemple, chez lui. Voilà. Ça, c'est ma conclusion personnelle sur ce sujet. Attention, toutefois, alors, ne pas confondre un expert et un geek, pourquoi ? On peut très bien être un expert dans son domaine, et un très bon, et ne pas du tout être un geek. Et un geek, ça ne veut pas dire que c'est un rigolo qui touche à tout. Un geek peut être un vrai expert. C'est vraiment ce partage de valeurs, de culture qui est important. Un geek peut vite se disperser dans les nouveautés. Je ne vise personne dans cette salle. Hein, Caïs ? Et c'est un petit peu, voilà, le petit challenge là-dessus, effectivement, en tant que manager, c'est de cadrer et de donner des priorités sur... c'est un peu une balle en caoutchouc virtuelle qui nous permet c'est un peu notre boulot, de cadrer un petit peu des gens qui sont passionnés. La passion, c'est important, mais bon, ça doit se canaliser. Voilà, j'ai terminé, dans les temps. Ouais. Merci.